J'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. On est mardi 24 août et j'ouvre un nouveau vlog. J'espère que vous avez passé un bel été, même si j'avoue que moi j'ai été dans un mood assez particulier. J'ai hâte que l'été se termine parce qu'en fait l'été il a jamais commencé et que du coup là j'ai envie qu'on passe à autre chose, j'ai envie de passer à l'automne, j'ai envie de passer au plaid, au thé, j'ai envie de passer au moment réconfortant, j'ai envie d'installer ma déco d'automne, mais je me retiens, on est encore au mois d'août. Voilà. Sinon, pour revenir à nos bonnes vieilles habitudes, je vais vous parler des 2 dernières lectures que j'ai terminées. Alors, le premier livre dont j'ai envie de vous parler, que j'ai entamé pendant que j'étais en vacances et que j'ai terminé en rentrant, c'est Mange Prix M de Elisabeth Gilbert. Donc ça, c'est un livre que j'ai lu dans le cadre du Ciné Book Club qu'organise Marine, du compte Toile de mots sur Instagram. En fait, si vous ne connaissez pas le principe de son Ciné Book Club, c'est tous les mois, elle propose une lecture et un film et le film qui a été tiré de la lecture ou vice versa. Et donc ce mois-ci, pour le mois d'août, c'était Mange Prix M. C'est un livre que j'avais très envie de lire, dont Estelle m'a souvent parlé et dont Estelle parle souvent comme un livre qui l'a complètement bouleversée. Et donc j'avais très envie de découvrir Mange Prix M. Donc ce mois-ci, j'ai participé à la lecture du Ciné Book Club de Marine. Mange Prix M, c'est l'histoire de l'autrice elle-même qui va nous conter un morceau de sa vie. Voilà, Lise, elle a une vie somme toute normale, elle est américaine, écrivain, elle vit avec son mari, elle est mariée depuis de nombreuses années, depuis quelques temps ils ont acheté une maison, un appartement, je sais plus, ils sont propriétaires, bref. Et un jour, Elisabeth est envoyée en Inde pour réaliser un reportage sur les retraites de yoga. Et à ce moment-là, elle va rencontrer Ketut, un sage qui va lui lire les lignes de la main et qui va lui dire qu'il la sent très malheureuse, qu'il voit dans sa main qu'il y aura 2 mariages, un long, un court. Il lui dit qu'elle va bientôt perdre tout son argent, que c'est pas grave, que c'est pas ça qu'il faudra qu'elle retienne. Et il va lui dire également qu'il voit qu'elle va revenir le voir, qu'un jour elle reviendra en Inde. Alors elle rentre chez elle, forcément avec cette discussion qui va lui trotter dans la tête. Et un soir, elle n'arrive pas à trouver le sommeil, elle va s'enfermer dans sa salle de bain et elle va littéralement s'effondrer. Elle va se mettre à pleurer et elle va faire quelque chose dont elle n'a absolument pas l'habitude, assez maladroitement pour la première fois. Elle va se mettre à prier. Et de cette prière maladroite envers Dieu, envers elle-même, elle va comprendre 2 choses. La première chose, c'est que la seule chose à faire là tout de suite maintenant, c'est d'aller se recoucher parce qu'elle a besoin de dormir. Et la seconde chose qu'elle comprend, c'est qu'elle ne veut plus de cette vie-là. Elle ne veut plus de son mariage, elle ne veut pas de son mari qui attend patiemment qu'elle veuille enfin avoir un enfant parce qu'elle n'est pas sûre d'un jour vouloir un enfant. Voilà, elle comprend qu'elle veut plus de cette vie-là, qu'elle veut divorcer et qu'elle aspire à autre chose. Donc à la suite de ça, elle va entamer une procédure de divorce qui va pas spécialement bien se passer parce que son mari lui dit qu'il l'aime et qu'il n'a pas envie de divorcer. Elle va rencontrer un autre homme, un homme qui est plus porté sur la spiritualité. Et un jour en allant dans son appartement, à cet homme-là, elle va tomber sur la photo de son gourou. Et il va lui dire que cette femme est en Inde et que c'est son gourou spirituel qui lui permet de s'élever, etc. Et voilà, donc elle a cette relation-là, passionnelle, j'ai envie de dire, parce que je crois qu'il y a des couples comme ça qui se font plus de mal que de bien, mais qui n'arrivent pas pourtant à se séparer. Et au cours d'une énième dispute, d'un énième moment où ça va pas du tout, elle va prendre une décision radicale dans sa tête. Elle se dit qu'elle va entreprendre un voyage dont elle a besoin. Et donc elle prend la décision de partir en voyage pendant 1 an pour faire un travail d'introspection, pour se mettre à la méditation, pour se mettre à prier, pour aller mieux. La première partie de son voyage, elle choisit l'Italie, donc c'est le mange, c'est écrit avec des pattes en fait, parce qu'elle a envie d'apprendre à parler l'italien, parce que c'est une langue qu'elle trouve séduisante et elle a envie de partir en Italie, alors elle y va. Et en Italie, elle va rencontrer des gens, elle va avoir un homme qui va lui apprendre à parler l'italien, elle va manger beaucoup de pâtes, elle va prendre du poids et elle va prendre du plaisir. L'Italie j'ai trouvé cette leçon sur l'Italie dans le livre absolument magnifique et elle va prendre du plaisir sans culpabilité. C'est-à-dire que toute notre vie, en fait, on a cette mentalité-là en France où on se dit que « Oh, j'ai bien travaillé cette année, donc je peux partir en vacances, je les ai bien méritées. » Ouais,
Et si t'as pas bien travaillé, est-ce que tu peux quand même pas partir en vacances? En fait, c'est ça. C'est cette notion de plaisir sans culpabilité, cette notion de c'est pas parce que t'as bien fait ça que t'as le droit d'avoir une récompense. C'est un peu il faut souffrir pour être belle. Bah non. T'as le droit d'être belle sans avoir souffert. C'est voilà. Et j'ai trouvé cette partie sur l'Italie absolument incroyable et c'est vrai. C'est tellement vrai. Ensuite, elle décide de partir en Inde dans un ashram pour rencontrer ce fameux gourou. Et là, elle veut apprendre à méditer, elle veut apprendre à travailler sur elle, elle veut prendre du temps, voilà, des temps de prière, des temps de méditation. Là-haut, elle va faire des rencontres simples, elle va rencontrer des hommes, des femmes, mais c'est des rencontres vraiment très enrichissantes. Je pense notamment à ce fameux Richard du Texas. Voilà, c'est un alcoolique repenti et c'est pareil. Il va beaucoup l'aider dans sa quête d'elle-même, dans sa quête du bonheur, dans sa quête de simplicité. Et pour terminer son voyage d'introspection, elle décide de partir à Bali, d'aller revoir Ketut. Alors quand elle retrouve Ketut, au début, il se souvient pas d'elle, il lui dit non. Et puis tout à coup, la magie opère et ça y est, Ketut se souvient d'elle. Et là, on sent dans le livre cet énorme soulagement qu'elle a de se dire en fait... parce que c'est un peu Ketut en fait qui l'initie à ce voyage malgré lui. Et elle prend la décision par rapport à ce que cet homme un jour lui a dit. Et c'était un petit peu le point final de se dire je vais aller revoir Ketut. Et quand il la reconnaît pas, la pauvre, elle a dû se dire mais pourquoi je fais tout ça en fait, ça n'avait aucun sens. Et voilà, il la reconnaît, et il est très très heureux de la voir. Et quand il la voit, il lui dit je me souviens de toi, américaine, malheureuse à l'époque, mais aujourd'hui je te sens mieux. Et pareil, à Bali, ça va être beaucoup de rencontres. On lui a appris en Inde à méditer d'une certaine manière et Ketut va lui apprendre à méditer avec le foie et le sourire. Elle va faire beaucoup de rencontres. Elle va rencontrer notamment une guérisseuse avec laquelle elle se lie d'une amitié profonde et sincère. Voilà, elle va rencontrer cette femme qui, elle aussi, a un jour décidé de divorcer, alors qu'à Bali, c'est très très mal vu de divorcer. Quand tu divorces, toi, la femme, tu n'as plus rien. Tu perds tes enfants, ta maison, tu perds absolument tout. Et elle rencontre cette femme qui, elle, a réussi à garder sa fille, qui s'est battue pour garder sa fille, qui a adopté également des enfants, enfin... Une femme avec le cœur sur la main, mais dont la vie n'a pas été tendre avec elle non plus. Elle va également rencontrer Felipe, c'est un Brésilien qui est à Bali pour son travail. Il travaille dans les pierres, il me semble, j'ai plus la référence exacte. Et voilà, pareil, elle va rencontrer cet homme qui a aussi été écorché par son mariage et qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Voilà, c'était le résumé le plus long de l'histoire de tous les résumés que je vous ai fait sur ma chaîne YouTube. Mais c'est un livre qui est tellement riche, qui a tellement de choses. Pour moi, Mange Priam, c'est une petite pépite. Je pense cependant qu'il n'est pas fait pour tout le monde, qu'il faut avoir un côté spirituel, un côté posé, un côté un peu perché pour saisir tout ce qu'il a à nous enseigner. J'ai vu qu'il y avait eu des abandons par rapport à ce livre-là, j'ai été voir des critiques sur la FNAC, j'ai été voir plein de critiques et je vois qu'on dit que c'est lent, etc. Ouais, c'est lent parce qu'en fait c'est un travail d'introspection et que c'est pas du jour au lendemain que tu changes ta manière de penser, que tu changes ta manière d'être. Voilà, on dit que c'est très lent quand elle est dans l'ashram. Un ashram, c'est pas un club med. L'ashram, voilà, c'est un lieu de recueillement, de prière. Quand tu vas dans l'ashram, tu as deux choses à faire. Méditer et ta tâche du jour pour participer au bon fonctionnement de l'ashram. Elle, c'est de récurer le sol. Donc c'est pas palpitant. Mais en fait, on n'est pas au club med. Elle est là pour un travail d'introspection qu'elle réussit merveilleusement bien, j'ai trouvé. Je suis hyper admirative moi de ces gens qui décident d'aller dans un ashram et de se concentrer sur eux et de se concentrer sur leur bonheur et se concentrer sur leur bien-être et voilà, j'ai trouvé ça hyper bien. Et donc du coup j'ai regardé le film juste après avoir terminé ma lecture pour être bien encore ancrée dans ce bouquin. Et ben le film c'est très hollywoodien. Voilà. Heureusement que c'est Julia Roberts, l'actrice principale, qui est absolument époustouflante. Et encore, le mot est faible, je ne trouve pas d'adjectif. Je ne trouve jamais d'adjectif pour décrire ce que je ressens quand je vois Julia Roberts à l'écran, que je trouve merveilleuse, hypnotique, enfin bref, peu importe. Voilà, le film est très hollywoodien, on est plus sur
Voilà, le film il nous montre ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait, les rencontres, l'émotion, le machin. On est moins sur le travail d'introspection. En même temps c'est difficile hein, voilà. Il y a quelques petites différences qui ne me dérangent pas trop en Italie, qui ne me dérangent pas trop en Inde, qui me dérangent fortement à Bali parce qu'à Bali on perd beaucoup de choses qui se passent. C'est pas facile de retranscrire un livre de plus de 500 pages dans 2h20. Mais voilà, Bali, on perd ce lien et on perd ce lien et tout ce qui se passe avec la guérisseuse. On perd la relation qu'elle entretient avec Felipe. Je trouve qu'elle est très hollywoodienne dans le film et très différente dans le livre, très intense dans le livre. Elle y est aussi dans le film, mais d'une manière, encore une fois, je dirais, très hollywoodienne. J'ai préféré le livre 1000 fois parce que le livre a énormément de choses à nous apprendre qu'on ne retrouve pas dans le film, j'ai trouvé. Enfin bref, je vais arrêter de vous parler de Mange Prix M parce que j'ai l'impression que ça fait déjà 1 heure que je vous parle de Mange Prix M. Voilà, si tu as un côté spirituel, si tu as envie de découvrir ce qu'est un ashram en Inde, si tu as envie de voyager, d'aller en Italie, à Bali, en Inde, ce livre est fait pour toi. Il est très lent, mais il est très riche. Ensuite, j'ai lu et terminé hier Tu sais où me trouver de Gaëlle Osseré. Gaëlle Osseré, c'est une autrice en auto-édition et donc elle m'a fait parvenir son livre il y a quelques mois maintenant, en même temps que Qu'une parenthèse, son premier roman. Qu'une parenthèse, c'était un livre qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et celui-ci, voilà, c'est une histoire qui se passe aujourd'hui. Et dans ce roman-là, on va découvrir, apprendre à connaître Else et Grégory, c'est un couple. Et en fait, au début du roman, Else revient chez elle, à Chicago avec son mari. Elle était partie seule 6 mois chez ses parents parce qu'elle allait mal, parce qu'il y a un drame qui s'est joué dans ce couple et qu'elle a eu besoin un petit peu de partir. Et donc là, elle revient à Chicago auprès de son mari pour un peu se donner pour donner à son couple une seconde chance. On comprend très rapidement qu'il s'est passé un drame absolument horrible et en fait, on va assister à la rencontre de ce couple, à leur histoire, à comment elle a évolué, à ce drame, et puis on va assister à la reconstruction ou pas de ce couple. J'ai été très contente de retrouver la plume de Gaëlle parce que je trouve que Gaëlle a ce truc dans la plume qui est très vrai, très sincère, très authentique, pas hollywoodien, pour revenir avec mon hollywoodien. Voilà, il se passe des choses dans ce livre absolument dramatiques et elle se réagit de manière absolument normale par rapport à certaines choses. Et voilà, c'est très vrai, très humain, très sincère, très bien écrit. Je pense qu'il faut donner de temps en temps un petit coup de pouce à l'auto-édition parce que je crois que c'est un monde impitoyable et cruel et que Gaëlle Osseré tire vraiment son épingle du jeu parce qu'elle a vraiment une très jolie plume et je reste persuadée qu'un jour elle sera éditée. Voilà, si vous avez envie d'une histoire pleine de rédemption, pleine de aller de l'avant, pleine de une belle leçon de vie, vous pouvez prendre ce livre de Gaëlle Osseré, Tu sais où me trouver. Je sais qu'il y a une suite à ce roman qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus le titre, je vous le mettrai ici. Je prendrai vraiment plaisir à retrouver Else et Grégory. Si tu passes par là Gaëlle, je te remercie énormément une nouvelle fois de m'avoir fait confiance et félicitations pour ton travail. C'était encore très bien écrit. Et ma prochaine lecture sera La fille du Reich de Louise Fein. Voilà, c'est une belle petite brique de chez Hauteville. Je suis un petit peu en retard pour rendre ma chronique, j'aurais déjà dû l'écrire. On est à 575 pages. Sans trop de suspense, c'est un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et je crois qu'il va s'agir d'une histoire, je sais pas trop encore si c'est une histoire d'amour, s'il me semble. Je lis pas plus que ça derrière, entre une fille de quelqu'un d'assez haut placé dans le Reich et d'un juif. La seule chose que j'ai lue, c'est la phrase en noir ici qui dit
de Jill Thompson. La fille du Reich est d'abord une belle et poignante histoire d'amour à la Roméo et Juliette, mais c'est aussi un roman qui fait cruellement écho à notre actualité et qui nous rappelle que n'importe qui est capable de pire envers ses semblables. Voilà, c'est un roman anglais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais aller me faire un petit thé et je vous reprends plus tard. Mercredi, je vous reprends vite fait parce que là je m'apprête à aller dans un magasin juste à côté de chez moi, un magasin, une sorte de brocante, c'est un magasin où on peut louer des box à la semaine. Et voilà, je vais essayer d'aller me trouver des petits livres pour pas cher du tout. En général les gens les vendent entre 1 et 2, 3 euros. Voilà, je vous emmène avec moi. Jeudi, je vous reprends ce matin pour vous montrer mes petits achats d'hier. La pêche n'a pas été exceptionnelle. Je sais pas si c'est le fait que c'est les vacances et que du coup il y a peu de gens qui avaient loué des box ou enfin je sais pas. D'habitude il y a beaucoup de livres et là j'ai pas trouvé de livres à proprement parler de romans pour moi. Vous m'excuserez, je suis en tenue du dimanche, je suis en repos. Du coup j'ai trouvé un puzzle pour mon fils, ça je pense que vous vous en fichez un peu. C'est de la marque Djeco, j'aime beaucoup. Je me suis trouvé ma Bible des huiles essentielles. Il n'était pas donné, mais voilà, c'est des éditions Le Duc et j'ai grandement confiance en leurs éditions. Et du coup, je me suis dit que j'allais me le prendre. Voilà, il y a plein de choses pour les maux de tête, la mauvaise haleine, morsure, mycose, otite, peau grasse, tiens. Ne sait-on jamais. Je l'ai payé 8 euros. Normalement, c'est un ouvrage qui vaut 23 euros. Il est assez complet. Et là, je me suis trouvé un truc, une pépite. Je me suis trouvé l'intégrale des contes de Béatrix Potter. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter Béatrix Potter. Béatrix Potter, c'est une des premières femmes que j'ai admirées dans ma vie pour son talent et pour sa singularité. Voilà, je vais pouvoir conter à mes enfants l'histoire de Pierre Lapin. Ils ont déjà un Pierre Lapin et puis je leur ai déjà montré également sur Netflix, il me semble qu'il y a Pierre Lapin. Mais voilà, ils vont pouvoir faire connaissance avec Pierre Lapin, Jeannot Lapin, Tom Chaton, voilà, tous ces personnages qu'a créé Béatrix Potter et dont je suis extrêmement fan depuis toujours. Il est dans un état absolument parfait. Je l'ai payé 4 euros. Voilà, juste un petit peu au niveau de la couverture, c'est un hardback. Et du coup, on a une couverture là. Celle-ci, elle n'est pas en excellent état. Mais le reste est parfait. Voilà, c'est tout ce que je me suis trouvé hier dans ce petit magasin d'occasion. Maintenant, je vais vous montrer aussi les réceptions que j'ai fait cette semaine. Alors, ma première réception, elle me vient de ma maison d'édition partenaire. Elle me vient des éditions Hauteville où ils ont ressorti Madame Bovary en format semi-broché, il me semble que ça s'appelle, avec donc une couverture hardback de nouveau. Voilà, il est absolument magnifique. Les éditions comme ça, elles sont un petit peu illustrées et ils font un travail éditorial Hauteville pour ce genre de roman. J'avais reçu Persuasion aussi de Jane Austen qui est absolument fabuleux. Et voilà, Madame Bovary, je ne connais que de nom, que d'expression avec le bovarisme, mais je ne connais pas du tout l'histoire. Je me le réserve pour septembre ou octobre, je ne sais pas trop encore, mais il me faisait très envie en tout cas. Quand je l'ai commandé, on n'avait pas le visu de la couverture, alors c'était surprise totale et il est sublime. Et une autre réception pour la rentrée littéraire, ça me vient des Presses de la Cité. Oh, il y a un petit tote bag avec. Un petit tote bag. Et je me suis choisi un roman qui me faisait extrêmement envie. Il s'agit de Le Pavillon des combattantes. Je ne vais pas me risquer à prononcer le nom et je vais vous le mettre ici parce que c'est sûr et certain, je vais dire n'importe quoi. 1918. 3 jours à Dublin, ravagé par la guerre et une terrible épidémie. 3 jours aux côtés de Julia Power, infirmière dans un service réservé aux femmes enceintes touchées par la maladie. Partout, la confusion règne et le gouvernement semble impuissant à protéger sa population.
À l'aube de ses 30 ans, alors qu'à l'hôpital on manque de tout, Julia se retrouve seule pour gérer ses patientes en quarantaine. Elle ne dispose que de l'aide d'une jeune orpheline bénévole, Bridie Sinway, et des rares mais précieux conseils du docteur Kathleen Lynn, membre du Sinn Féin recherché par la police. Dans une salle exiguë, où les âmes comme les corps sont mis à nu, toutes les trois s'acharnent dans leur défi à la mort, tandis que leurs patientes tentent de conserver les forces nécessaires pour donner la vie. Un huis clos intense et fiévreux, dont Julia sortira transformée, ébranlée dans ses certitudes et ses repères. Il a l'air très intense comme roman, je pense qu'il va se lire très vite. Un grand merci, c'est la première fois que je collabore avec les presses de la Cité et je suis hyper contente pour cet envoi hyper attentionné. Merci les presses de la Cité. D'ailleurs, en parlant de rentrée littéraire, je vais vous montrer, j'ai reçu autre chose, je vais vous montrer tout de suite. J'ai essayé de pas trop accepter de livres de la rentrée littéraire parce que j'ai beaucoup trop de livres dans ma pile à lire et qu'il y a des choses que j'ai envie de lire depuis très longtemps et pour lesquelles plutôt, je ne trouve pas de place. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour la rentrée littéraire 2021. J'ai d'abord eu un envoi des éditions Lattès. Et donc, ils m'ont envoyé Le Grand Saut de Renaud Dely, qui me faisait très envie. Et ils m'ont envoyé La Femme et l'Oiseau. Pareil, l'histoire me tentait beaucoup. Celui-ci, je le lirai en octobre. Et celui-ci, je ne devrais pas trop tarder à lire, je pense. Il y a eu de très belles sorties aux éditions Lattès. Ils ont fait un joli petit envoi avec le service presse et ça donne vraiment très envie. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel celui-ci. Alors celui-ci, c'est moi qui le demande. Là où la caravane passe, la couverture m'appelle tout de suite. Je sais que c'est au sujet des gens du voyage, mais j'ai un peu survolé la 4e. Voilà, je me suis fait appeler par la couverture qui m'a donné très envie. Je le lirai très bientôt. Sur mon compte Instagram, vous pouvez déjà retrouver la critique de celui-ci que j'ai déjà lu, le classique Amélie Nothomb de la rentrée littéraire chez Albin Michel. J'ai très longtemps attendu avec impatience les sorties d'Amélie Nothomb. Je me revois au collège et au lycée lire chaque sortie. Et puis je me suis un peu lassée du style. Je ne saurais expliquer pourquoi et je n'y étais pas retournée depuis le lycée. Et là, écoutez, j'ai eu envie de... Je savais qu'il est très court. Et je savais que c'était une sorte d'hommage à son papa. Et j'ai eu envie de redécouvrir la plume d'Amélie Nothomb et j'ai absolument pas été déçue. Et ensuite, ils m'ont envoyé La Fabrique des souvenirs de Clélia Rinucci. Et pareil, je l'ai vu, j'ai hésité et je ne l'ai pas pris. Et puis j'ai vu une chronique sur Instagram, je ne sais plus si c'est... il me semble que c'est Magdalena du compte Triple L de Mag qui en a fait une très jolie chronique. Et du coup, j'ai très envie de le lire. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, celui-là, mais je vais essayer de le lire rapidement. J'en profite pour vous montrer, j'ai réaménagé un petit coin dans ma chambre. J'ai reçu des étagères de la marque T-Book. Donc T-Book, ce sont des étagères qui sont fabriquées en Italie. On est sur du Made in Europe et on est sur une qualité, une finition de dingue, j'ai trouvé. Vous voyez, avec des petits cache-vis, ça s'est monté hyper rapidement, hyper bien. Elles sont hyper costauds. Franchement, vous pouvez mettre du poids là-dessus. Il n'y a pas de souci. J'ai eu la remarque sur Instagram qu'elles n'étaient pas données, mais je crois qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir du Made in Europe, on ne peut pas avoir de la qualité et du pas cher. Je crois que c'est difficile aujourd'hui. Enfin voilà, le but, je ne l'ai encore pas dit à mon mari parce qu'il y a beaucoup de trop à faire, mais c'est de me faire un mur complet de T-Book. En fait, j'ai envie de me faire tout un mur de poche avec une étagère par maison d'édition. On verra bien, un jour peut-être. Voilà, j'ai fini de vous raconter ma vie pour ce matin, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est vendredi, je vous reprends parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. La première chose, c'est que j'ai fait 2 réceptions que je vous montrerai après. Et surtout, je viens pour vous parler de La Fille du Rage de Louise Fane que j'ai terminé hier soir. Je vous refais le pitch rapidement. L'histoire, elle commence l'été 1929 alors que Etty, une jeune fille, une enfant, est en train de jouer dans un lac avec son frère. Et en fait, tout à coup, Etty perd pied et elle commence à se noyer. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Walter, l'ami de son grand frère qui va lui sauver la vie. On fait ensuite rapidement un bond dans le futur, on arrive 4 ans après, en 1933, on retrouve de nouveau Etty Henrich qui est donc en fait la fille d'un
d'un officier nazi assez haut placé. Et en fait, Etty, elle veut elle aussi participer à l'avènement de ce Reich. Elle veut aussi mettre sa pierre à l'édifice pour que le Reich s'élève, pour que le Reich devienne plus grand, plus puissant. Son frère Karl, il continue toujours de voir donc ce fameux Walter, ce fameux ami d'enfance. Voilà, ils passent des moments tous ensemble dans la cabane de jardin et on assiste à une Etty, une ado qui admire beaucoup le copain de son grand frère. Voilà, elle lui porte, elle le trouve beau, etc. Mais bon, c'est pas possible, il peut pas s'intéresser à elle. Et on assiste petit à petit à cette distance qu'il va y avoir tout à coup avec sa famille et Walter. Elle comprend pas pourquoi Karl y met de la distance, pourquoi parfois il refuse de le voir, jusqu'au jour où, lors d'une humiliante révélation à l'école, en fait, elle comprend qu'en fait Walter est juif. Alors là, Etty, elle tombe des nues parce que c'est pas des gens bien, les juifs. Alors elle comprend pas parce que Walter, il a l'air quand même d'être quelqu'un de bien. Normalement, on les reconnaît, les juifs, physiquement, parce qu'ils sont pas beaux, parce qu'ils ont le nez plus gros. Mais elle comprend pas et elle peut pas s'empêcher en fait ce jour-là d'aller le voir, Walter, et de lui dire que pour elle, ça change rien, qu'il est juif. Et puis va se passer des années sans qu'ils se voient, jusqu'au jour où, lors d'une rencontre par hasard, Etty retombe sur Walter et elle comprend que Walter lui porte finalement de l'intérêt. Il lui fait comprendre que c'est une jolie jeune femme, il lui fait comprendre qu'il n'est pas insensible à son charme. Alors Etty, elle tombe un peu des nues et en même temps elle freine parce qu'il est juif et que elle peut pas fréquenter un juif, c'est pas des gens bien, elle peut pas. Voilà, elle peut pas. Elle veut pas décevoir sa famille, elle veut pas décevoir le Führer. Voilà, elle veut continuer, elle veut participer à ces grands projets absolument merveilleux qu'avait Hitler. Voilà, pour le résumer assez rapide. Alors, mon avis. J'ai trouvé ça hyper intéressant que la construction se fasse autour d'une héroïne nazie. De voir, pas de comprendre, mais de voir comment ça a été possible que Hitler en arrive là où il en est arrivé. De voir pourquoi les gens l'ont autant aimé, pourquoi les gens lui ont fait autant confiance. Pourquoi, en fait, avant que ça bascule dans toute cette folie, il a eu autant de monde derrière lui. Parce que vraiment, Etty, quand on est dans sa tête, elle pense absolument pas à mal. C'est une jeune fille qui veut juste faire les choses bien. Elle a l'impression qu'Hitler, il a des projets absolument merveilleux pour elle, pour la santé, pour l'humain, et elle veut juste bien faire. Et j'ai trouvé, il y a un passage dans le livre qui est vraiment captivant. La première fois qu'Etty rencontre le Führer, c'est lors d'une cérémonie. Et voilà, on assiste à la rencontre d'une ado avec son idole, presque j'ai envie de dire, où elle rencontre un homme charismatique, où leurs regards se croisent et elle en est époustouflée. Et à côté de ça, il y a cette histoire avec Walter qui va remettre en cause, en fait, dans la tête de Etty, tout ce qu'elle pensait. Voilà, son père, sa famille, Hitler arrête pas de dire que les juifs sont des gens mauvais, que les juifs sont des gens peu fréquentables, et en même temps, il y a Walter. Et Walter, il est pas du tout comme ça, et Walter, c'est quelqu'un de bien, et il commence à naître dans sa tête la confusion. Et on assiste à tout ça, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme point de vue. Alors, au moment où il y a la révélation un petit peu humiliante de la religion de Walter, Etty, elle change pas son point de vue par rapport à Hitler, mais elle peut pas s'empêcher de dire à Walter que pour elle, ça change rien. Voilà, après, c'est un roman qui se passe quand même sur plusieurs années, on a une évolution assez lente des sentiments, etc. Trop classique, trop évidente, il y a des choses que tu vois arriver. Au bout d'un moment, alors je peux pas trop en dire pour pas spoiler, mais au bout d'un moment, je me suis dit, de toute façon, il va se passer ça. Bingo, il s'est passé ce que je pensais. Je pense que les événements qui s'enchaînent, c'est du classique dans un roman. Arrivé à peu près aux 3/4 du livre, je me dis, bon, c'est bien, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un bon roman, c'est une belle histoire. Voilà, on est vraiment sur une histoire à la Roméo et Juliette, à la Belle et la Bête, j'ai envie de dire. Et voilà, cet amour impossible, mais les sentiments sont plus forts quoi qu'il arrive. Voilà, c'est vraiment ce style de roman qu'on a sur, on va dire, 80% du livre. Mais alors la fin, elle m'emporte. Elle est magnifique. La fin, elle est porteuse d'un message très très fort qui est encore valable aujourd'hui, je pense, où ça nous montre à quel point le fanatisme est dangereux, où ça peut briser des vies, briser beaucoup de vies, briser des vies sur des années et des années.
Et je crois vraiment que l'autrice, elle veut nous dire que même en 2021, en fait, ou au moment où elle a écrit ce livre, je ne sais pas de quelle année il est ce livre. Voilà, 2020. Voilà, qu'on est toujours à l'abri de rien. On est avec une jeune fille, Etty, qui est vraiment une ado au début du roman et qui voit vraiment pas le mal, qui est endoctrinée gentiment et qui voit pas le mal, qui veut bien faire, qui veut mettre sa pierre à l'édifice, mais qui petit à petit assiste à des choses qui sont pas cohérentes, commence à avoir de la cruauté. On a notamment un passage dans ce livre qui se passe pendant la nuit de cristal, j'ai l'impression, et c'est absolument horrible ce qui se passe sous ses yeux, et elle comprend petit à petit que Adolf Hitler, c'est pas vraiment ce qu'elle croit. J'aime beaucoup tous les romans qui parlent de la période de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que maintenant vous commencez à le savoir. Et voilà, c'est vraiment un roman que je retiendrai. C'est pas le meilleur roman que j'ai lu parce que trop évident par moments mais tellement porteur d'un beau message que je pense qu'il mérite vraiment d'être lu. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos de La Fille du Reich. Maintenant, je vous montre mes réceptions. Alors, la première réception, ça me vient des éditions Hauteville, toujours sur un emballage très coriace chez Hauteville. Et donc ça sera... oh là là, la couverture est magnifique. J'ai donc choisi La sorcière de Silcy de Philippa Grigori. La couverture, elle est magnifique. On est encore sur un beau petit pavé. En 1648, le royaume d'Angleterre est déchiré par une guerre civile entre les partisans de Charles Ier et le Parlement insurgé. Cette lutte trouble même la petite île de Silcy où vit Alinor, une guérisseuse. Un soir de pleine lune, elle rencontre James Summer, un noble catholique qui a pour mission de sauver le roi. Très vite, il tombe amoureux, mais l'ambition et la détermination de la jeune femme la distinguent un peu trop de ses voisins. C'est l'ère de la chasse aux sorcières et Alinor, une femme sans mari, qui connaît les plantes et qui s'extirpe soudain de la misère grâce à James, s'attire la jalousie de ses rivaux et éveille l'effroi du village. Tout l'accuse. Un sujet qui me fascine, une période qui me fascine, un travail éditorial qui m'a l'air encore bien canon. J'ai vraiment trop hâte de lire celui-ci. Je suis en train de concocter ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge et pour le challenge de l'automne que nous a proposé Cécilia, et celui-ci rentrera évidemment dedans. Ensuite, j'ai reçu ceci. Et ceci est un des meilleurs services presse que j'ai reçu de toute ma vie de bookstagrammeuse. L'autrice m'a proposé, il y a quelques semaines, de recevoir son roman quand il sortirait. Je suis d'une infinie gratitude envers Alia Cardin et j'ai reçu Archie. Alia Cardin, elle fait partie de mes autrices préférées. J'en ai déjà parlé ici à plusieurs reprises. C'est une femme que je trouve absolument inspirante et de recevoir ça aujourd'hui, ça m'émeut beaucoup, ça me touche beaucoup et je remercie de nouveau Alia Cardin de me faire confiance. Je remercie les éditions Robert Laffont également de me faire parvenir ce roman. Archie, 16 ans, est placé en institution. Sa mère, toxicomane, est incapable de s'occuper de lui. Au lieu de consentir à ce quotidien qui l'enferme, Archie lutte. Un jour, un rêve se dessine. Tout quitter pour rejoindre à pied une école où les enfants sont libres d'apprendre ce qui les intéresse vraiment. Archie entame ce périple sur le sentier des douaniers. À force de silence, son histoire se superpose au ciel, à la mer, à la falaise qui fond dans les flots. Le film de son enfance se déroule, brut et lourd de secrets. Mais aucune vie n'est perdue d'avance. Archie découvre le journal de Madeleine, l'infirmière qui l'a accueilli le jour de sa naissance, et en chemin, ce jeune poète va se révéler. Connaissant la plume et l'autrice, ça va être bienveillant, bouleversant et lumineux. C'est un roman qui sort en librairie au mois d'octobre. Je vais le lire la semaine prochaine, je ne vais pas pouvoir attendre, mais je vous en reparlerai pas tout de suite, je vais attendre un petit peu. Enfin voilà, j'ai reçu Archie d'Alia Cardin et j'ai pas les mots en fait pour remercier l'autrice. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Là, je vais entamer en lecture commune. C'est une lecture commune que j'ai organisée. Le parfum de l'exil de Ondine Kayat. C'est un livre qui est paru chez Charleston. La lecture commune commence demain, mais je vais très peu pouvoir lire ce week-end. Donc, je pense que je vais l'entamer ce soir. Je pense que mes coéquipières de lecture commune ne m'en voudront pas de cette petite entorse. Et donc voilà, j'attaque ça et je vous reprends plus tard pour vous en parler.
Je vous reprends, on est mardi, j'ai pas du tout eu le temps de vlogger ce week-end, j'ai très peu lu également ce week-end. J'ai donc attaqué Le parfum de l'exil d'Ondine Kayat, c'est un livre que je lis en lecture commune. Écoutez, j'en suis à la page 303. J'aime vraiment beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un livre qui parle du génocide arménien. Voilà, il y a des passages très difficiles. Voilà, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, j'attends d'être à la fin pour voir ce que ça donne. On a une alternance passé-présent qui est toujours très réussie, je trouve, sur les romans Charleston. Donc voilà, pour le moment j'aime beaucoup et je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et en audio, j'ai également attaqué La petite boulangerie du bout du monde. Donc en général, quand j'écoute un livre audio, il m'arrive de lire des passages, enfin c'est pas il m'arrive, je lis toujours au moins un petit peu. Pour voir le livre, pour mettre... J'ai une mémoire plutôt visuelle et du coup de voir les noms écrits, etc. ça va plus me marquer que le livre audio. Donc je prends toujours un petit temps pour le lire également et puis ça permet de ne pas passer à côté du travail éditorial qui peut parfois être fait dans un livre. Au programme des prochains jours, finir Le parfum de l'exil, continuer ma lecture de La petite boulangerie du bout du monde. Un livre audio, je mets en général environ un mois à le lire. Quoique celui-ci, j'avance quand même pas mal vite, donc peut-être que ça mettra un petit peu moins de temps, on verra bien. Ce matin, j'ai enregistré une vidéo en face cam pour mercredi prochain. C'est la première fois que je fais ce format-là, alors je sais pas trop si ça va vous plaire ici. Voilà, je vous présente ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc pour ceux que ça intéresse, rendez-vous dans une semaine. Elle sera en ligne mercredi prochain. J'aurai pas du tout le temps de vlogger cette semaine. C'est la rentrée des classes, c'est tout un tas de trucs. Du coup voilà, j'avais envie d'avoir un contenu vidéo pour mercredi prochain. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter le pumpkin. Et puis je vais arrêter là pour ce vlog. Je revloggerai d'ici une semaine je pense. Et dans le futur vlog je vous présenterai parce que à côté de ça je vais également faire le challenge de Cécilia, le Happy Fall Challenge. J'ai un doute sur le nom. Il me semble que c'est ça. Je vous le mettrai ici si c'est pas ça. Voilà, dans le prochain vlog, je vous présenterai ma pile à lire. C'est un challenge qui change parce qu'il y a de la lecture et il y a aussi du lifestyle. Voilà, c'est tout à son image, à Cécilia, et je trouve que c'est un challenge très réussi que j'ai envie d'honorer. J'ai commencé le montage de ce vlog. Alors j'essaye de les couper au montage, mais j'ai un tic verbal absolument horrible. Je dis voilà 1000 fois par phrase. Je suis désolée. Voilà. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à commenter ou à partager votre instant de visionnage sur Instagram. Voilà, j'adore toujours voir vos petits chez vous avec ma grosse tête sur vos écrans. Ça me fait toujours kiffer. Et en attendant, on se retrouve bientôt et je vous dis à plus tard. Bye!